Tous addicts, tous drogués. On voit ça tout de suite avec mon invité. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur William Lowenstein, vous êtes interniste et addictologue, vous présidez SOS Addiction et vous êtes l'auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, dont Tous addicts et alors hein. Et après, mais et après, voilà. Et puis le dernier que vous avez écrit avec Bernard Kouchner, qui s'appelle Toxique, hein, que je monte à l'écran. Donc avec vous, on va parler d'un sujet particulièrement brûlant outre-Atlantique et qui n'épargne pas forcément la France. Il s'agit des épidémies d'opioïdes. Oui. Alors les opioïdes, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Les opioïdes réunissent les opiacés que tout le monde connaît, dérivés de l'opium, comme l'héroïne ou la morphine, mais aussi des nouvelles molécules dites de synthèse qui, sans être dérivés de l'opium, agissent sur ces mêmes récepteurs opiacés. Les récepteurs opiacés, ils ont une fonction antidouleur, mais pas seulement, antitussive, anti-transit, pour le dire comme ça, donc favorisant la constipation. On en a beaucoup dans le corps humain de ces récepteurs, mais aussi avec le risque de dépression respiratoire. Ce sont les médicaments, les painkillers, qui sont les plus efficaces dans notre pharmacopée actuelle. Donc si j'ai bien compris, en fait, ces opiacés, ce n'est pas la pipe d'opium simplement qu'on fume, mais on les voit dans plein de médicaments, les painkillers que vous avez mentionnés, c'est ça ? Exactement, et certains se sont même normalisés. On ne faisait plus la différence dans certains pays, bien aidés par la publicité médicale, qu'on n'a pas en France, hein, fort heureusement. Vous n'avez plus la différence entre le Doliprane et ces painkillers opioïdes. D'accord. Donc, alors, si j'ai bien compris par rapport à cette épidémie d'opioïdes... Ah ouais, grave, 64 000 overdoses mortelles par an. On va donner des chiffres après. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux dangers. Hein. Il y a le gars qui utilise des antidouleurs et qui devient accro. Hein, donc ça, c'est le syndrome Dr House avec sa... Oui, on peut le dire comme ça. Quelqu'un qui a une maladie rhumato. Et puis, il y a le mésusage, c'est-à-dire qu'il y a le détournement d'antidouleurs, de painkillers, pour se défoncer. Oui, ou pour faire passerelle avec l'héroïne, enfin d'essayer de substituer également une intoxication par des médicaments, mais qui sont de plus en plus sur le marché noir, ou au moins sur le marché gris, pour le dire comme ça. D'accord. Alors, est-ce que cette épidémie d'opioïdes et ce détournement, en fait, est-ce que ça peut arriver en France ? Est-ce que ça va arriver en France ? Est-ce que ça arrive déjà ? Il y a une certaine augmentation des hospitalisations pour surdose d'opioïdes et une augmentation des overdoses mortelles. Mais là, on va parler d'une augmentation de quelques dizaines, ce qui est déjà énorme, de cas. J'espère pas de quelques centaines de cas, alors qu'on est en dizaines de milliers aux États-Unis et au Canada. Donc, il y a des garde-fous. Oui, il y a un risque. Voilà, il y a un risque, mais notre système français, je citais l'absence de publicité médicale. Aux États-Unis, la crise des opioïdes, elle commence parce que sur les écrans, vous avez « c'est bon pour vous, ça annule toutes les douleurs et c'est pas dangereux, vous ne deviendrez pas dépendant et vous ne ferez pas d'overdose. Voilà. » La petite héroïne miracle, j'ai mal, je prends ça et je suis débarrassé. Vous imaginez les procès des laboratoires à l'heure actuelle, j'ai envie de dire fort logiquement, on n'a pas ça en France. Et en plus, depuis l'été dernier, 2017, notre tendance française qui était de surconsommer des codéinés, le Doliprane, les pheralgan codéinés, mais aussi des médicaments que tout le monde prenait, si j'ose dire, un peu comme si c'était des tic-tac, la Prontalgine par exemple, ça s'est passé sur ordonnance. Et les plus embêtants d'entre eux, y compris d'ailleurs pour des tranquillisants comme le Stinox, sont sur ordonnance sécurisée. Alors, qu'est-ce que c'est une ordonnance sécurisée ? Alors, c'est une ordonnance que vous ne pouvez pas falsifier. Vous avez un filigrane dans l'ordonnance, et elle est à double ou triple feuillet, et il faut la remplir très convenablement, en toutes lettres, avec la dose, la posologie quotidienne et la posologie totale. Si vous dites un traitement pour 14 jours, ça fait par exemple 86 comprimés de telle substance. Vous mettez tout ça, si j'ose dire, laborieusement, mais sûrement sur votre ordonnance, et le nombre de médicaments stupéfiants en bas à droite. Impossibilité de falsifier l'ordonnance. Et puis, attention particulière pour le médecin. Il ne fait pas son petit gribouillis habituel comme nous tous, vous voyez, pour d'autres médicaments. Donc, en fait, les garde-fous, c'est 1, pas de publicité, 2, l'ordonnance sécurisée, et puis, troisième garde-fou, la vigilance des pharmaciens.
Oui, aussi. à l'heure actuelle, les pharmaciens sont très attentifs. D'abord, à ne plus délivrer de codéine sans ordonnance. Mhm. Deuxièmement, à dire attention, ça devrait être sur une ordonnance sécurisée, ça ne l'est pas, donc à appeler le médecin. Bref, il me semble qu'on a des garde-fous, mais attention quand même, je dirais, je Ça suffit suis pas. semi-confiant. Ça suffit pas. Et on Alors, est heureux à ce moment-là de voir arriver les antidotes dont on parlera tout à l'heure. les médecins, par exemple, est-ce qu'ils sont suffisamment formés à la gestion et au risque de l'addiction? Ou alors, d'une manière plus polémique, je vais vous dire, est-ce que parfois ils n'ont pas la main un peu lourde sur l'ordonnancier Bon, pour calmer les douleurs des patients? alors, il faut savoir qu'il y a un peu plus de 20 ans, c'était l'inverse. Un cancérologue sur 3 seulement avait un carnet à la souche qui lui permettait de prescrire des morphiniques. Donc, vous mourriez de votre cancer dans d'atroces douleurs parce que le système français ne permettait pas de prescrire des morphiniques. Maintenant, est-ce que cette prescription, elle est un peu trop légère? Je dirais qu'ils ne sont pas formés, pour l'extrême majorité des cas, à l'addiction. Que certains vont pouvoir prescrire, comme vous l'avez dit élégamment, trop légèrement. C'est-à-dire, vous avez mal, je vais pouvoir vous donner ce morphinique, vous verrez, il est très bien toléré, il n'y a pas d'inconvénient. Et puis on retrouve la personne complètement accrochée, en effet, 2 ans après. Mais les scores qu'on a dans les douleurs, c'est pour 10 personnes qui souffrent réellement de douleurs intenses. Et c'est souvent en cancérologie qu'on les rencontre. Une seule deviendra dépendante. Ce qui est consommé en morphinique pour la douleur, même si ça a une activité psychoactive, va pas rendre l'addiction. Et c'est un peu comme les GI quand ils revenaient du Vietnam, vous voyez qu'ils étaient héroïnomanes là-bas, ils ne l'étaient plus aux États-Unis. Quand la douleur s'en va, l'addiction n'est pas au rendez-vous 9 fois sur 10. On peut devenir addict à son insu? Oui, de ce fait, comme aux États-Unis, c'est-à-dire que la ménagère de moins de 50 ans qui avait un syndrome prémenstruel vraiment douloureux, embêtant, ou la personne avec sa fibromyalgie qui avait ses douleurs mais aussi ses coups de fatigue, elles avaient accès à ces opioïdes des bons laboratoires américains qui, soi-disant, encore une fois, rendaient ces médicaments ni dépendants, Vous ni parlez de la n'entraînaient ménagère d'overdose. de 50 ans, ça veut dire que ça touche tout le monde, l'épidémie Absolument. d'opioïdes. C'est pas des junkies, hein, faut bien le dire, c'est monsieur tout le monde. Hein. Voilà, je dirais qu'au moins la moitié des personnes touchées en Amérique du Nord sont en effet des ménagères de moins de 50 ans ou des ménagers de moins de 50 ans. C'est monsieur tout le monde, monsieur madame tout le monde. Voilà, monsieur et madame tout le monde. L'autre moitié, ça reste dans la partie des personnes qui mésusent ou qui sont déjà addictes des opiacés, dont l'héroïne ou la morphine. Vous, en France, est-ce que vous voyez une recrudescence dans les consultations? Alors, en consultation, on a eu un pic de demande quand ont été interdits les codéinés. Et puis, on n'avait pas l'impression qu'il y ait tant de demandes que ça. Mais mon collègue, le professeur Nicolas Autier à Clermont-Ferrand, qui est président de la commission des stupes à la NSM, fait de très jolies études de surveillance. Et en hospitalisation, il montre bien qu'il y a de plus en plus d'hospitalisations pour surdose d'opioïdes, donc de personnes en dépression respiratoire. Et que ça, c'est une augmentation qui n'a pas le côté épidémique des États-Unis, mais c'est une augmentation quand même réelle. Je rappelle qu'en France, on est entre 400 et 500 overdoses par an. C'est ce que j'allais dire. Hein. Pour fixer l'esprit, les esprits, on va scanner quelques chiffres vite fait. Donc aux US, 115 Américains meurent chaque jour d'une overdose. En France, vous l'avez dit, c'est 400 par an. Le fentanyl, par exemple, 2 mg, soit l'équivalent de 4 grains de sel, très très peu, sont suffisants pour tuer un homme, c'est ça? Absolument. Là où, généralement, par exemple, si on prend la méthadone, qui est un médicament très efficace, un très bon médicament, il faut 1 mg par kilo pour tuer la personne qui consomme, qui reçoit cette méthadone. Eh bien, fentanyl, c'est le grain de sel, comme vous dites. Et ça pose des problèmes aussi pour les usagers de drogue, parce que l'usager de drogue qui a l'habitude de se faire une ligne d'héroïne comme ça, et qui dit, oh là, le fentanyl, c'est puissant, je vais me faire qu'une ligne comme ça, ou une petite ligne comme ça. Comme c'est 50 fois la puissance de l'héroïne, le fentanyl, voilà, vous devinez ce qui va se passer. 100 fois la puissance de la morphine, 50 fois la puissance de l'héroïne. Si un de vos proches consomme un de ces médicaments d'une manière très, voire trop régulière, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, Prontalgine? Oui. Oui. Tramadol? Oui. X-Prime? Oui. Fentanyl, on vient d'en parler. Ô combien? Là, voilà. Vicodine?
Aussi, House, où voilà. on n'a pas le bon médicament du bon Dr House en France, mais on a des équivalents dont l'Oxynorm. Percocet, Oui, bien sûr. Oxycodone. Oxycodone, bien sûr. Donc tout ça, il faut s'inquiéter. Alors, Oui, oui. qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'inquiéter? Ça veut dire déjà quelle est la marge de manœuvre avec le proche qui consomme. En discuter avec lui. C'est pas tabou, Qu'il se faut en rende parler. compte. Non, on arrive à parler de tonnes de choses dans ce pays et on ne pourrait pas parler, vous voyez, de la consommation Parfois, il y a le déni, de on refuse substances. de parler d'un sujet. Par contre, voilà, si vous sentez que ça bloque, là, il va falloir trouver un biais vraiment médical, et généralement, il n'en manque pas, pour prendre un peu par la main le sujet à risque et puis l'emmener voir le médecin, quitte à lui dire, là, j'ai vraiment besoin de vous, ça ne peut plus continuer comme ça. Et d'autre part, s'il arrive une overdose, que fait la personne? Alors, s'il arrive une overdose, j'ai vu un reportage aux États-Unis où il y a des épidémies d'overdose. La police est dotée d'antidotes. Absolument, c'est la naloxone qui est un antidote très puissant. Hein. Ça nettoie vraiment les récepteurs opiacés de toutes ces molécules qui entraînent l'overdose, à tel point que le sujet peut se réveiller, vous engueuler, s'agiter, être en état de manque, vous voyez, très brutal, mais en vie. Donc on attend qu'en effet, il y ait la même volonté pour que, jusqu'aux policiers, il y ait de la naloxone un peu partout, comme les défibrillateurs cardiaques. Pour l'instant, cette naloxone, qui s'appelle NASQ, existe en plus en spray dans les centres de soins spécialisés. On pourrait l'avoir dans les ambulances, on pourrait l'avoir mais pas, vous voyez, ce qui s'est passé pour les défibrillateurs cardiaques. Voilà, il y en a partout. Là, ce qu'on souhaite, c'est quelqu'un qui viendrait dans une pharmacie et dirait « je voudrais de la naloxone », on puisse lui donner exactement comme un kit, ou du NASQ, hein, comme un kit anti-allergie. D'accord. Et en avoir dans les et puis alors le partenaire, parce que les overdoses mortelles, c'est 2 fois sur 3 en présence de quelqu'un, d'un père ou d'un partenaire. Hein. Donc là, voilà, si le partenaire voit que la personne respire 1 fois par minute, commence à être inconsciente, il ne faut pas hésiter à mettre le NASQ dans les narines. En 30 secondes de conclusion, il ne faut pas avoir peur des morphoïdes, mais il faut se faire accompagner, c'est ça? Bien sûr, c'est pas, je dirais, comme l'insuline ou comme bien des médicaments, les bêta-bloquants, les corticoïdes. Il faut progresser dans l'indication. Avoir peur ne sert à rien. Par contre, savoir les indications et savoir l'évolution, la surveillance et surtout la primo-prescription. Quand on commence un traitement, on doit quand même passer beaucoup de temps avec le patient et le revoir dès les 48 heures suivantes, s'assurer que tout va bien. Voilà, donc tout ça, ce n'est pas un sujet tabou. Hein, il faut non, en parler. surtout pas. Merci beaucoup. Merci, Dr Loewenstein, d'être venu. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage coécrit avec Laurent Carilla, Tous addicts et après, hein, c'est ça. Et puis Toxique, coécrit avec Bernard Kouchner. Si vous sentez que vous devenez dépendant aux opioïdes ou à toute autre substance, il ne faut pas hésiter à en parler ou à se faire aider. Je vous rappelle le site de votre association, hein, c'est www.sosaddiction.org. Voilà, à bientôt et pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.